Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de charges de trafic routier, LM1. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email. Nous allons donc démarrer par une petite introduction à propos des charges de trafic routier. Donc ça c'est le cas le plus fréquent, donc on a une voie, on a des voies fictives donc, qui sont parallèles les unes aux autres et qui ont la même largeur. Voilà. La largeur normalement elle est de 3 mètres plus la surface restante donc pour le trottoir, etc. Aussi, les groupes d'axes dans n'importe quelle disposition, 2 fois SIA 261 et 3 fois Eurocode plus la charge répartie. Les groupes d'axes dans la même section et les charges horizontales supplémentaires, longitudinales et transversales. Vous avez aussi un cas particulier de largeur non constante. Pour ce cas-là, il n'y a aucune information dans les normes, donc pas de charge réelle. Là, il faut essayer d'adapter votre cas de charge à ces cas particuliers. Aussi, pour les structures de retenue, nous avons une charge surfacique infiniment étendue selon SIA 261 et une approche appropriée selon Eurocode. Maintenant, nous allons voir quelques différences entre les normes SIA et Eurocode pour les charges de trafic routier LM1. Donc, les effets dynamiques qui sont pris en considération dans les deux normes. Les voies sont fictives et avec une largeur de 3 mètres dans les deux cas. Les groupes d'essieux, dans SIA on a 2 groupes d'essieux, dans Eurocode on a 3. Le comportement, selon SIA 261, il n'y a aucune information. Selon Eurocode, toujours complet. Les dispositions des groupes d'essieux dans la même section transversale pour les deux normes. La composition du trafic, alpha égale 0,9 pour la SIA 261 et alpha égale 1 pour l'Eurocode. Les forces de freinage et démarrage dans l'axe selon SIA 261 est également distribuée selon Eurocode. Et la fatigue sans charge verticale selon SIA et puis selon Eurocode on a 0,7 fois Q plus 0,3 fois Q. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ici le modèle que j'ai préparé au préalable. Donc ce modèle, je l'ai déjà modélisé et j'ai déjà aussi introduit quelques charges. Tout d'abord, je vais juste vous montrer ici. Donc ça, c'est la division. Ici, on a 2 voies. Là, on a 2 voies. Et puis là, c'est la division. Donc, on a 4 voies en tout. Comme charge, j'ai déjà introduit tout ce qui est poids propre et charge permanente et j'ai aussi introduit le vent côté extérieur, le vent côté intérieur et maintenant on va rentrer les charges mobiles. Ça j'ai laissé comme ça, vous pouvez voir exactement comment je procède pour introduire les charges mobiles. Donc ici j'ai déjà créé, vous voyez ici le tableau où j'ai créé la charge mobile 1, mais il n'y a pas encore de charge. Charge mobile 2, vous verrez pourquoi est-ce que j'ai 2. Et puis répartition 1, répartition 2, freinage 1, freinage 2. Ici, j'ai bien sûr changé les facteurs de le psi 0, psi 1 et psi 2, selon la norme SIA 261. Et là, nous allons donc introduire les charges mobiles. Tout d'abord, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, par exemple, ici vous devez mettre la position, la valeur de U, de A, etc. Et aussi la valeur de la charge des essieux. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai créé 2 charges d'essieux, donc une avec une charge d'essieux de moins 270 kN et une autre avec une charge d'essieux de moins 180. Et là, dans ce modèle, je vais faire donc 2 types de charges, donc une charge mobile ici de ce côté avec 270 kN de charge d'essieux, une à 180 ici, et après je fais pour la variante 2, 270 là et 180 ici.
Là, on commence déjà par définir donc la version avec la charge d'essieu de moins 270, pardon. Là, je vais mettre 20K et puis là, je vais spécifier le chemin de chargement. On clique et on définit le chemin de chargement. Voilà. Voilà. Là, je viens de spécifier donc le chemin de chargement de la voie de droite. Maintenant, je vais spécifier pour la voie de gauche. Là, de nouveau, je peux déjà mettre 20. Ici, j'avais déjà sauvegardé donc le LM1 K2 avec une charge d'essieu de moins 180. Et là, je définis donc le chemin de charge de nouveau pour cette partie. Et voilà. Là, vous voyez, on a les charges qui sont ici alignées. Voilà, on peut faire déplacer ici les charges. Bien sûr, je les ai mis aussi avec le même nombre. Si je mettais ici, par exemple, pour celle-là 15, vous verrez ce qui se passe. C'est que l'autre, elle va arriver, bien sûr, au bout, bien avant de ce côté. Donc, moi, j'ai voulu préserver qu'elle soit côte à côte. Ensuite, je vais à la charge mobile 2 et là je vais créer maintenant le groupe d'essieux le plus chargé ici de ce côté et le moins chargé de ce côté. Donc c'est le même principe, sauf que là maintenant je vais faire celle-ci et je fais aussi 20, pardon. Je définis le chemin de charge de ce côté. Voilà. Voilà, de ce côté on a le groupe d'essieux le moins chargé et de l'autre côté je vais prendre la variante 1. Ici je mets 20, chemin de charge. Et voilà. Donc là j'ai créé mes charges mobiles des deux côtés et les deux variantes. Ensuite, je vais créer donc la répartition des charges. Pour ce faire, je vais ici donc faire la globale sur la surface moins 8.1 et là je vais choisir ça parce que ma dalle elle n'est pas carrée et là je vais faire cette partie déjà. Au cas où, des fois, il faut faire un petit zoom, voilà, pour être sûr que vous pointez vraiment au bon endroit. Voilà. Là, là, là. Ici et ici. Cette partie, voilà, elle est un petit peu plus fastidieuse parce que voilà, ça prend un peu plus de temps. Donc là, moins 2.2. Et là, je vais faire cette partie-là qui reste. Là, je fais un petit zoom, sinon je risque de faire une boulette. Voilà.
Voilà, moins 2.2. Et il me reste encore à faire de ce côté. Là, c'est plus simple parce que j'ai 2.2 jusqu'au bord, donc j'ai pas besoin de créer quelque chose d'autre. Et ce sera plus simple, certainement. Et là, je viens là. Voilà. Là, j'ai créé la répartition 1. Maintenant, je dois créer la répartition 2. C'est la même chose, sauf que là, maintenant, je dois faire moins 8.1 de ce côté et moins 2.2 de ce côté. Donc, là, je refais donc le processus qui est un petit peu... qui prend un peu plus de temps. Voilà. Ou alors, ici, pour faire moins de temps... Ouais, c'est égal. C'est un peu plus rapide, mais c'est égal. Je fais le même processus. Parce que j'aurais pu, vous voyez, faire 2 moins 2.2 partout. Et puis après, rajouter la différence de 5.9 juste pour la partie que je suis en train de faire là. Mais voilà, je fais la même chose, comme ça vous... Comme ça, c'est peut-être plus simple à comprendre. Voilà. Ensuite, je fais moins 2.2. Et là, je vais faire ici de ce côté déjà. Voilà. Là. Là. Cette partie, elle prend naturellement. C'est la partie la plus fastidieuse. Et après, on sera, dès que nous aurons fini cette partie, ça sera nettement plus simple à faire. Voilà. Là, on arrive bientôt à la fin du processus de la charge de répartition. Voilà. Ensuite, là, je viens de créer la charge de répartition. On doit créer la charge de freinage qui est à l'axe ici. Donc, pour la charge de freinage, nous allons venir ici. Pardon, c'est pas là, c'est là. Ici, relative à la surface. Là, on va mettre 9. Et là, on va définir notre charge de freinage. Voilà. Ensuite, on va faire dans l'autre axe la charge de freinage 2. Et après, je vais vous montrer une petite astuce pour faire beaucoup plus rapide la deuxième partie, parce qu'on doit faire aussi la charge de freinage dans ce sens. Alors là, je mets aussi 9, relative à la surface. Et là, voilà, ainsi. Voilà. Là, on a créé donc la charge de freinage de ce côté, mais
dans le sens de gauche à droite. Maintenant, on doit faire dans le sens de droite à gauche. Pardon, là j'ai cliqué sans faire exprès. Maintenant, en allant ici, on peut ici faire une duplication de la charge, vous voyez. Et puis là, on va mettre un facteur moins 1. Automatiquement, elle sera dans le sens inverse. Voilà. Et même chose pour la charge de freinage 2. On va aussi faire une duplication avec le signe moins 1. Et ainsi, vous voyez, maintenant j'ai toutes les charges qui m'intéressent. Donc, charge de freinage 2 dans le sens, on va dire négatif, dans le sens positif. Comme ça, c'est plus simple. Sens négatif, positif. Puis après, on a les charges de répartition, etc. Là, théoriquement, nous aurions déjà rentré toutes les charges. Et puis après, vous aurez la possibilité, vous voyez, de venir ici, mettre les facteurs que vous voulez, les combinaisons, etc. Mais ça, c'est assez fastidieux parce qu'on a beaucoup de cas de charges. Donc, ce serait très compliqué à mettre tous les... à créer vous-même la combinaison. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'en étant ici sur charge, vous pouvez ici faire, vous voyez, pardon, vous pouvez ici faire combinaison critique de groupes de charge. Et ça, c'est bien pratique parce que vous pouvez ici faire des liaisons de groupes et à ce moment-là, là, c'est beaucoup plus simple, vous voyez. Alors ici, là on va laisser charge mobile, répartition 1, freinage 1. Voilà. Ensuite, on va créer une deuxième. J'ai créé, je pense, ça c'est bon. Et là, on va mettre ça, ça, ça. Voilà. Et là, je crée une troisième et je fais liaison. Et là, je fais ça. Ça, voilà. Par contre, ici, ça, je dois enlever encore. Voilà. Donc, ça, c'est juste, ça, c'est juste. Voilà. Là, j'ai tout créé comme je voulais. Et je peux faire valider. Là, vous voyez, ouais, là, vous voyez pas trop parce que ça s'est développé. Ici, je vais enlever. Donc là, on a fait des combinaisons critiques de groupes de charge. Donc avec qui sont liées entre elles. Je fais valider. Et là, on est prêt à faire le maillage et calculer. Bien sûr, j'ai déjà calculé le modèle pour éviter de perdre du temps. Et voilà notre modèle. Par défaut, pour ceux qui ont quasi permanent, il ne faut pas oublier que quand on fait de la route, etc., les charges de routière, donc c'est les limites de service rares qui comptent. Donc il faut, au lieu d'être là, il faut venir sur état limite de service rare. Et à ce moment-là, voilà, on a ici les déformations. Vous pouvez aussi, par exemple, prévoir les charges mobiles, comment elles se déplacent. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, selon le déplacement, voilà, la déformée qui suit le déplacement de nos charges mobiles. Mais là, pour que ce soit encore plus intéressant, je vais vous mettre la déformée. Et avec la déformée, vous pourrez voir plus en détail ce qui se passe exactement. En avançant, vous voyez, avec les charges, vous voyez comment le pont se déforme avec le déplacement des charges mobiles. Voilà. Et là, on a le groupe de charges mobile 2. C'est exactement le même principe. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très pratique. Et ainsi, vous pouvez faire une étude assez rapide donc avec les combinaisons de charges mobiles. J'ai encore oublié de vous montrer quelque chose. Quand vous êtes dans les groupes de charges, vous voyez, et que vous avez plein de charges, pour une question de visualisation, vous pouvez venir ici
est affiché selon la valeur de charge, par exemple, vous voyez. Et là, c'est beaucoup plus simple à contrôler, voilà, les charges que vous avez. Par exemple, ici, vous savez que cette couleur, vous êtes à moins 8,10 kN/m². Et là, vous êtes à moins 2,2. Des fois, c'est beaucoup plus parlant que regarder que c'est tout vert, etc. Et puis, vous n'arrivez pas tellement à comprendre les charges, où elles sont et quantifier ces charges. Donc ça, c'est aussi très pratique. Maintenant, j'aimerais encore vous montrer. Donc voilà, c'est les autres modèles de charge de trafic routier. Donc selon SIA 261 est limité à LM1 et LM3. Donc LM3 c'est un peu ce principe, sauf que là voilà la base, au lieu d'avoir ici la charge des cieux, ici on a une grande surface. Ensuite Eurocode, il y a LM1, LM4 plus véhicule individuel. Voilà, vous avez ici les différentes particularités des charges de trafic routier. En ce qui me concerne, je pense que pour aujourd'hui, on a tout vu au sujet des charges de trafic routier. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page si vous n'êtes toujours pas abonné à notre page YouTube. Et voilà, vous pouvez ainsi recevoir des notifications si vous n'avez pas pu suivre le webinaire, etc. Donc je vous conseille vivement de vous abonner. Ensuite, le prochain webinaire aura lieu le 30 mars, donc à 14h15 comme d'habitude. Et pour ma part, donc, je vous souhaite un agréable après-midi et merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir, merci.